Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien et surtout, Chag, Chanukah, Sameach, une belle fête de Chanukah, Be'ezrat Hashem, c'est Chanukah, mais pour autant, on n'oublie pas l'étude de la paracha de la semaine, la paracha de cette semaine, qui est donc la paracha de Miketz. Et j'utilise volontairement le mot paracha et non pas le mot sidra, puisque une paracha dans la Torah, c'est un paragraphe. Étonnamment, la sidra de la semaine correspond à un seul et grand paragraphe, une seule paracha. C'est un espèce de bloc énorme qui va être extrêmement riche et extrêmement dense en termes d'information et de signification. Effectivement, c'est l'une des parachiotes de la Torah qui constitue un seul et même bloc et dans lesquels on va nous parler évidemment d'un personnage qu'on a introduit depuis la semaine dernière, à savoir Yosef Hatzadik. Yosef qui est un des fils de Yaakov et qui, malheureusement, dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vayeshev, a été molesté par ses frères, vendu en tant qu'esclave, et on a vu les différentes péripéties qui ont vu presque une chute sociale de Yosef. Yosef qui se retrouve esclave alors qu'il était le fils préféré apparemment de son père, il se retrouve esclave en Égypte, puis il va se retrouver en prison et ainsi de suite. Et là on arrive Miketz. En hébreu, Ketz, c'est l'extrémité. Ça vient suggérer la fin de quelque chose. On arrive peut-être à la fin des galères, des péripéties de Yosef. Yosef, enfin, il va pouvoir rebondir. Et on va assister, sous nos yeux, à une incroyable ascension sociale de Yosef jusqu'à ce qu'il atteigne ce titre de vice-roi d'Égypte et qu'il reçoive le titre lui-même de pharaon, Tsafenat Panéar. Et donc globalement, même si cette paracha est un seul et gros bloc en face de nous, on peut, en termes de thématique, la diviser en deux grandes thématiques. La première thématique qui correspond donc à l'ascension sociale de Yosef, qui va devenir vice-roi d'Égypte, et va globalement être dans l'exécutif, on va dire toute la partie exécutive de la gestion du pays d'Égypte. D'accord, il va faire en sorte de faire, on va dire, des provisions pendant les 7 années d'abondance. Il y a toute la problématique avec les rêves de Pharaon qu'il va interpréter. Et donc à partir de là, il va mettre tout en place un système, on l'a vu la semaine dernière, hein, un système de management, un système, on va dire, de disposition des richesses. Et à partir de là, il va pouvoir essayer d'enrayer la famine qui va survenir après ces 7 années d'abondance. Et c'est donc la première partie de cette fameuse paracha. La seconde partie, ça va être les différentes rencontres avec les frères de Yosef, qui, je le rappelle, habitent en Eretz Kenaran, qui est un pays presque limitrophe de Eretz Mitzraïm, la terre d'Égypte, et donc qui, suite à cette famine qui semble être assez importante, la Torah va nous suggérer que Vechol haaretz baou Mitzraïma lishbor el Yosef, que tout le pays d'Égypte, et effectivement elle va nous expliquer Ve'haraha vaya al kol pene haaretz, littéralement sur toute la surface de la terre. Sur toute la surface de la terre, cette famine venait frapper donc le monde. Et donc à partir de là, les frères de Yosef vont être poussés par leur père pour pouvoir aller s'approvisionner. Et ça va être l'objet de secours. L'objet de secours, ça va être d'identifier, d'essayer du moins d'analyser ce qui va se jouer entre ces différentes rencontres entre Yosef et ses frères. Puisqu'on va observer des mouvements qui semblent contradictoires, des mouvements relationnels qui semblent être différents et parfois même incohérents. Et ça va être l'objet justement de ce cours, d'essayer d'analyser un peu ce qui se joue à ce niveau-là. Et alors si je vous parlais de rencontres, il va falloir être extrêmement précis et rigoureux sur le nombre de rencontres et comment se sont-elles passées. Alors la première rencontre de Yosef et de ses frères, elle intervient alors que la famine est déjà installée, et la Torah nous explique, Vayavohu bnei Israël lishbor betor abayim. Et donc les bnei Israël sont venus pour pouvoir s'approvisionner, parce que c'était effectivement la famine. Et donc on va avoir cette première rencontre où les frères vont s'approvisionner, d'accord ? Et ils vont ensuite repartir. Lorsqu'ils vont repartir, ils vont consommer, eux et toute leur maisonnée, finalement les provisions qu'ils ont ramenées d'Égypte. Et une fois que ce sera terminé, ils vont y retourner à nouveau pour redemander à nouveau des provisions. C'est donc la deuxième rencontre auquel on va assister dans notre paracha. Va y avoir enfin une troisième et ultime rencontre. Et cette troisième et ultime rencontre est un peu... Alors je parle d'ultime rencontre parce que c'est au cours de cette troisième et dernière confrontation que Yosef va se révéler à ses frères. Ani Yosef, je suis Yosef. Et elle est un peu spéciale dans le sens où Yosef va comme tendre un piège à ses frères. On connaît l'histoire, il va mettre Geviat à Kesef.
il va mettre ce qu'on appelle Gevia Akisef, c'est-à-dire une coupe en argent dans un des sacs d'un des frères, Achiv Akaton, le petit frère c'est Binyamin, et donc Yosef va les rattraper, il va envoyer un intendant, la Torah, enfin, on va nous révéler qu'il s'agit de Ménaché, donc Ménaché qui va les ramener, et donc c'est l'ultime confrontation, Yosef va les confronter en leur disant, mais je vous invite chez moi, je vous offre de l'approvisionnement, et vous me volez. Vous voulez Gevia Kesef, la coupe que j'utilise pour pouvoir boire, et la Torah nous dit pour pouvoir apparemment faire de la sorcellerie, faire de la divination. Nachesh, Nachesh et Nachesh. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'objet de la divination, il est décrit avec les mêmes lettres qu'on utilise. Nachesh et Nachesh. Nachesh, c'est Milachon Nachash. C'est un serpent. Le serpent, c'est l'idée de quelque chose qui serpente, dans le sens qui utilise des moyens un peu détournés pour pouvoir arriver peut-être à la vérité, pour pouvoir arriver à des révélations. Bon, troisième et ultime confrontation, qui est préfigurée dans notre paracha, mais dont on va connaître le dénouement dans la paracha de la semaine prochaine. Donc, au total, si on résume, on a une rencontre initiale, une rencontre intermédiaire et une rencontre finale, paracha de la semaine prochaine, au cours de laquelle Yosef va se révéler. Que se passe-t-il durant ces rencontres? En fait, si on s'y intéresse dans les mots, si on essaye de lire la Torah, et je vous invite à lire la paracha dans les mots, c'est une paracha qui est assez riche, qui est assez dense, on observe que la première, la rencontre initiale et la rencontre intermédiaire, on va mettre la rencontre finale de côté, sont diamétralement opposées dans tous les points. Dans tous les points, par rapport notamment au positionnement relationnel que Yosef va avoir à l'égard de ses frères. Les frères, ils arrivent, ils sont en terre inconnue, en terre étrangère, ils sont dans le besoin, ils vont être dans une attitude de spectateur. Mais ce qui va changer, c'est l'attitude de Yosef. On va avoir des attitudes qui vont être encore une fois diamétralement opposées. La Torah, lorsqu'elle nous décrit que Yosef finalement rencontre, après une vingtaine d'années, je rappelle que Yosef a revu son père 22 ans plus tard, il y a une vingtaine d'années qui se sont écoulées. On aura l'occasion de revenir un peu sur ce chiffre et comment cette temporalité va jouer dans l'explication peut-être, dans l'analyse du texte. Yosef les retrouve, Vayar Yosef et Echav, nous dit la Torah, Vayakirem, il les a reconnus. Et la Torah insiste pour nous dire que Vayaker Yosef et Echav, elle répète, Yosef a bien reconnu ses frères, par contre, Vehem lo hikeru, par contre eux ne l'ont pas reconnu. Et la Torah va nous décrire l'attitude de Yosef, une attitude qui est proche de celle d'un tyran. Yosef, au cours de cette rencontre, va les accuser, va les soupçonner, va aller jusqu'à les emprisonner. Les frères de Yosef ont été emprisonnés par Yosef. La Torah nous dit elle-même, Vayomer alehem meraglim atem. Vous êtes des explorateurs, vous êtes des espions. Pourquoi? Et tervata aretz batem. Vous êtes venus, Yosef a priori, en tant que, il les connaît pas. Et il leur dit directement, vous êtes des espions. La Torah nous dit elle-même, Vaïdaber itam kashot, il va leur parler difficilement, avec dureté, avec un ton froid, accusateur, c'est un réquisitoire. Yosef le tyran. Yosef qui vient et qui, entre guillemets, martyrise ces pauvres gens qui sont venus quémander un peu d'alimentation. Ça, c'est le premier positionnement de Yosef. Les frères, il y en a un d'ailleurs qui va y rester. Je rappelais la prison d'ailleurs. La Torah nous dit Vayesofotam el mishmar sheloshet yamim. Yosef les a gardés enfermés en prison pendant 3 jours. Pshat Pachout, c'est la Torah qui nous le dit. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que Yosef va garder auprès de lui un homme, et va leur demander de ramener leur plus petit frère. Puisqu'encore une fois, les frères ont raconté leur histoire, ont expliqué qu'ils étaient venus, ils étaient venus avec toute une famille. Vehine hakaton et avinu hayom, notre petit frère, Binyamin, se trouve avec notre père. Vea echad enenu, et l'autre, enenu, il n'est plus là. Il parle de Yosef sans savoir qu'il s'adresse à Yosef. Et donc Yosef va garder l'un des frères, Shimon, il va le garder auprès de lui, pas simplement auprès de lui, je ne veux pas utiliser ce mot, mais il va le garder presque en otage en fait. Il va le garder en otage en attendant que les frères reviennent avec Binyamin. Et là, on assiste à la deuxième rencontre. Et là, la deuxième rencontre, on est dans une totale opposition. Alors qu'on a décrit Yosef dans la Torah comme un tyran, comme quelqu'un qui accuse, qui réprimande, qui soupçonne, la Torah nous dit la chose suivante. La deuxième fois où les frères sont revenus à nouveau pour pouvoir se substanter, venir apporter des provisions, la Torah nous dit Vayar Yosef. Yosef les a vus. Vayar Yosef itam et Binyamin. Et il les a vus avec Binyamin. Et à partir de là, il va leur dire attendez. Vayomer lacher al beto. Il ne va pas les voir immédiatement. La confrontation n'est pas directe. Il va demander à un de ses intendants, Ménaché, nous révèle le Midrash, Haveat anashim abaita. Amenez-les chez moi, dans ma maison. Étrange.
On avait un tyran, on avait quelqu'un qui nous a accusés, qui nous a soupçonnés. Et là, il nous invite chez lui. Traitement de faveur. Il n'est pas en train de nous confronter, non. Il demande à ses secrétaires, à ses intendants, ramenez-les chez moi. Ou de voir tevar ve'achen, vous allez égorger des bêtes et on va festoyer. Ki iti yochelu anashim batzaoraim. Ils mangeront avec moi cet après-midi. Yosef les invite dans ses appartements privés. Pour un responsable politique de la stature de Yosef, c'est limite une effraction, limite une infraction. Une effraction de la vie privée et une infraction de la vie politique. Je veux dire, plus on est haut placé, moins on a de renseignements sur la vie privée d'un individu, moins on a de renseignements sur où il habite, où se trouve sa famille, parce que c'est des secrets d'État, il y a une protection, il y a toute une protection qui est en jeu. Et là, alors qu'il les a traités comme des espions, initialement, il les invite chez lui, dans sa maison, dans son domaine privé. Après que j'ai terminé mes affaires, moi c'est ce que je comprends dans le Batsaoraim, l'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire l'après-midi? Ça veut nous dire que Yosef, il était occupé, il avait des choses à gérer. Il voulait réserver l'après-midi à la passer avec ses frères. Vayara Saïch, et finalement c'est ce qui va se passer. Et la Torah va nous révéler que même les frères vont entendre, vont voir d'un mauvais œil cette invitation. Ils vont se dire, mais il y a un piège, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, c'est bien un tyran qu'on a eu la première fois. Et là, il nous invite chez lui. C'est forcément le doux qui précède la mer. On va très certainement y passer un mauvais quart d'heure. Ils vont dire, il est venu pour nous molester, pour nous juger. Et pour nous prendre en tant qu'esclaves, également nos ânes. Je dois vous avouer, vous faire une confidence, que quand j'ai lu Ve'et Ramorenu, comment dire, j'ai eu un fou rire parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Les frères, ils s'inquiètent pour leurs ânes. Ils disent, attends, on va finir esclaves et nos ânes aussi. Bon, c'est quoi ces ânes? Je vous laisse la question pour vous-même. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou essayer de me dire, mais c'est quoi ce Aïnian? Et on voit que le Hamor, l'âne, il revient très souvent. La Torah, elle nous précise, attention, ils ont donné du blé au Hamor. Veiten mispo la Hamoreem. Ribono Shalolam, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi on a besoin de parler des ânes? Pourquoi il y a cette peur que les ânes deviennent esclaves autant que les frères eux-mêmes? Alors je veux bien la protection animale, mais de là à les mettre à un niveau qui sont même égal à eux-mêmes, ça sent très étrange. En tout cas, tout ça pour nous dire que les frères de Yosef vont être invités, et pire que ça, on va nous dire, Vayachinu et Amincha, ils sont venus avec une offrande, Vayomeru Shalom la Avadecha, le terme de Shalom, Shalom le Avdecha le Avinu, Wa'odenu Hai, Vayishtahavu, et la Torah va nous dire, Vayimaher Yosef, et ainsi de suite, Vayichatz Panav, et ainsi de suite, Vayasimu levado, etc., etc., et où je voulais en venir, Vayashevu lefanav, etc., Vayisa Masot, ah voilà, Vayishtu, Vayishkeu Aimo, Vayishtu, Vayishkeu Imo, ils ont bu, ils ont mangé, ils se sont enivrés. Ils se sont enivrés. C'est pas avec n'importe qui qu'on s'enivre. Vous savez, dans la Gemara, il y a une expression qui dit Nichnas yain yatsasod. Quand le vin il rentre, yatsasod, le secret il sort. L'alcool ça désinhibe. L'alcool ça désinhibe. Je veux dire, pour qu'un responsable politique, un vice-roi d'Égypte, il vienne et il puisse partager un moment convivial, pas simplement un moment convivial, nous dit la Torah. Il nous dit Vaishtu vaishkeu aimo. Ils ont bu. Ils ont bu jusqu'à en devenir ivres. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ce rapport de confiance? Je ne comprends pas. On avait un tyran, et il n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre-temps. Et on le retrouve moins d'un an plus tard, peut-être. C'est un ami. C'est pas un ami, c'est quelqu'un qui nous invite chez lui. C'est quelqu'un qui est en train de... À quoi il joue, Yosef? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer entre cette première rencontre, froide, accusatrice, punitive, et cette deuxième rencontre, familiale, chaleureuse? À quoi il joue, Yosef? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Alors, vous comprenez qu'il va y avoir différents niveaux de lecture. Il va y avoir différents niveaux, peut-être, d'interprétation de ce qu'on est en train d'observer. Les Mefarshim, ils vont s'atteler à cette tâche. Et on va essayer ensemble de balayer, entre guillemets, les plus grandes hypothèses. La première hypothèse, qui est la plus spontanée, et qui nous permettrait un peu de saisir ces mouvements contradictoires entre Yosef et ses frères, c'est peut-être que Yosef, finalement, il est en train de... La première fois qu'il arrive, c'est presque inné, ça veut dire que Yosef, il a été molesté par ses frères, il a été jeté dans un puits, il a été vendu en tant qu'esclave, il retrouve ses frères pour la première fois, c'est le moment de leur taper dessus, quoi. L'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid » n'a jamais été aussi juste qu'à ce moment-là. On arrive 20 ans plus tard, et Yosef, il doit se frotter les mains, quoi.
Et peut-être se dire que par la suite, Yosef s'est dit, bon quand même, je les ai bien embêtés, maintenant je vais essayer d'aplanir la relation. Et il les reçoit la deuxième fois en expliquant, bon, j'ai pu purger ma vengeance, à partir de là maintenant on peut essayer de recomposer ensemble. Mais vous comprenez que la limite de cette lecture, la limite de cette analyse, dans ces mouvements relationnels de Yosef, elle viserait à attribuer à Yosef des sentiments qui sont presque spontanés. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui se laisse, on va dire, ronger par son désir de vengeance, par son désir de se dire à mon tour de les frapper, et de leur dire finalement, voilà, on s'est rendu les coups, maintenant on peut faire la paix. C'est pas possible de dire ça à l'égard de Yosef. Ce serait une analyse, une lecture qui serait aussi audacieuse que naïve sur la personne de Yosef. C'est pour ça que je vous propose de la mettre de côté, de dire que Yosef a cédé quelque part à ses envies, à ses ruminations de vengeance qu'il avait à l'égard de ses frères, qu'il les a réparées par la suite. Ce serait trop facile, il y a quelque chose qui est presque malaisant, dérangeant, par rapport à la stature de Yosef. La deuxième lecture est Rov HaMefarshim. La plupart des commentateurs de la Torah vont essayer, on va dire, de suivre cette lecture. C'est de voir dans ces différents positionnements de Yosef à l'égard de ses frères des étapes de réparation morale. Ce que j'entends par étape de réparation morale, c'est que Yosef va quelque part rejouer ce que ses frères lui ont fait subir. Yosef était en prison, il va les mettre en prison. Yosef a été victime d'une injustice, il va leur faire ressentir ce qu'est une injustice. Yosef, avec Binyamin, va essayer de les confronter, va essayer d'éprouver, de les mettre dans une situation où ils vont devoir faire ce choix, de faire ce choix à nouveau entre un frère, entre laisser tomber un frère pour sauver leur peau, ou bien au contraire, essayer de préserver la cellule familiale au maximum. Et Rov HaMefarshim, la plupart des Mefarshim veulent voir dans ces différentes attitudes de Yosef, qui semblent contradictoires, incohérentes, peut-être la possibilité pour Yosef de rejouer ce qui s'est passé pour pouvoir réparer. Vous savez, il y a le Rambam, il y a différentes étapes de la Tchouva. Différentes étapes. Azivatachet, il faut abandonner la faute. Vidouille, il faut la confesser, oralement, verbalement. Kabbalah le'atid, il faut prendre sur soi de ne pas recommencer. Et l'étape finale qui, lorsqu'on se retrouve devant la même situation, eh bien, on ne faute pas. C'est un peu ça qui est en train de se jouer. Yosef, il est extrêmement sévère pour leur faire vidouille à paix, et c'est ce qui va se passer. Vayomeru ish el achiv. Lors de la première rencontre où Yosef va se présenter comme un tyran, ils vont se dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Vayomeru ish el achiv. Aval hashemim. Mais c'est parce qu'on est fautif. Hashemim anachnu alachinu, sur notre frère. Asherrainu tsarat nafsho. On a vu à quel point il souffrait, et pourtant on n'a rien fait. Velo shamarnu, et on l'a pas écouté. Donc ça marche, ça fonctionne. Yosef, il est en train de les compresser pour faire extraire le vidouille à paix, la reconnaissance de leur faute. Et à partir de là, Yosef va rejouer, à partir de Binyamin, tout ce scénario. Un frère responsable, doit-on ou pas l'abandonner? C'est magnifique, c'est très beau. Le Ramban va aller sur cette portée, et la plupart Rov HaMefarshim, ils vont tenter d'expliquer ces différentes attitudes par ces processus de tchouva. La limite de cette lecture, à mon sens, à mon humble avis, c'est que ce serait de voir Yosef comme un éducateur, comme un pédagogue. Dans le sens où, et ça rejoint ce qu'on avait dit la semaine dernière, dans cette histoire, il y a bien un grand absent, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Dieu lui-même, il semble absent de cette histoire. Le pouvoir est donné aux hommes. Et on a le sentiment que ça place Yosef comme un homme qui récompense et un homme qui punit. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide comment il doit éduquer ses frères. C'est à lui de décider comment leur faire tchouva. Oh, c'est quoi cette histoire? C'est Chaz Shalom, les Avdil, c'est les contes du bon Dieu. D'accord, Ben Adam Lachavero. Midin Ben Adam Lachavero, effectivement. Vis-à-vis de Yosef, il va falloir regretter à un moment donné, il va falloir lui dire pardon et ça arrivera. Est-ce que c'est à Yosef pour autant de faire en sorte qu'ils fassent leur examen de conscience? Yosef n'est pas censé avoir ce rôle. Je veux dire, c'est quelque chose d'intimement personnel. Il ne peut pas manipuler ses frères. On peut pas prêter à Yosef des intentions, c'est un peu l'idée, de manipulation, pour pouvoir observer si ses frères vont faire teshuva. Moi, c'est ce qui me dérange du moins dans cette lecture. C'est de dire que Yosef, finalement, est en train de réveiller leur conscience
encore une fois, en les poussant à bout, de tester leur jalousie vis-à-vis de Binyamin, de rejouer la faute originelle. Parce qu'on a envie de rejouer, on a envie de mettre en place une réparation morale. T'es qui, Yosef? Ok, Yosef Amashbir, très bien. Yosef le manager, Yosef Hatzadik. Aval, c'est pas, encore une fois, les hommes de Dieu et le Dieu des hommes. D'accord? Il ne s'agit pas ici de se substituer. Le rapport à Kadosh Baruch Hu, à l'éternel, à Hachem, il est très intime. Et on n'est pas censé faire teshuva pour une personne en particulier. C'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça que je vous amène, peut-être, à un troisième niveau d'analyse. Et ce troisième niveau d'analyse, c'est celui que je voudrais vous proposer. Depuis le début, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de se dire? On essaye d'expliquer, d'analyser les mouvements contradictoires de Yosef dans la rencontre avec ses frères. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait. Yosef martyrise ses frères. Yosef, dans la deuxième rencontre, dans la seconde rencontre, il les accueille, il les embrasse, il s'enivre, il passe un bon moment. Alors peut-être qu'il faut un peu se décaler. Peut-être que la question n'est pas tant ce que fait Yosef à ses frères, comment il se comporte, mais qui se comporte. Qui se comporte vis-à-vis de ses frères? De qui est-on en train de parler? De qui est-on en train de parler? Vous allez me dire, mais de quoi je parle? Je vous dis de qui on parle, mais de quoi je parle? Alors je vous ai dit que c'est un détail sur lequel on reviendrait 22 ans. 22 ans durant lesquels Yosef ne va pas voir son père Yaakov, et Yaakov ne va pas voir son fils Yosef. 22 ans durant lesquels Yosef va s'imbiber de la culture égyptienne, va être ancré dans toute la culture, dans tout le dynamisme, et pour autant, évidemment, garder toute sa judaïté, tout son judaïsme. Yosef, c'est l'exemple même de la conduite en exil. C'est l'exemple même, c'est un tableau, c'est un tableau théorique. C'est Yosef, il préfigure Galut Mitzrayim, il préfigure tous les exils. Il nous donne finalement, c'est un phare qui nous oriente sur l'attitude qu'on doit avoir, et c'est une notion sur laquelle je reviendrai plus tard à la fin du shiur. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Yosef, au moment où il rencontre ses frères, écoutez bien, il a plus passé d'années en Égypte qu'il en a passé avec ses frères dans sa famille. Parashat Vayeshev. La paracha nous apprend, la semaine dernière, que Yosef, lorsqu'il y a eu cette fameuse histoire avec ses frères, quel âge il avait? Et les Toledot Yaakov, Yosef ben Sheva Yisreshana. Il avait 17 ans. 17 ans. Yosef a 17 ans. Il est nommé à l'âge de 30 ans vice-roi d'Égypte. D'accord? Donc à 17 ans, il est vendu en tant qu'esclave. 30 ans plus tard, donc à savoir 13 ans, il va y avoir les 7 années de famine, 20 ans. Et un an plus tard, les frères viennent, 21 ans. Une année plus tard, c'est Yaakov qui vient, 22 ans. Ce que je veux vous dire par là, c'est que Yosef a plus passé d'années en Égypte qu'il n'en a passé avec sa famille. Yosef, écoutez bien, est plus un Égyptien qu'il n'est un Hébreu. Alors oui, originellement, dans son essence, dans son origine, dans ses racines, Yosef est un Ivri. Au point où la Torah va le suggérer. La Torah va nous dire que lorsqu'il va s'attabler avec ses frères pour pouvoir manger, la Torah va nous dire, Veïro Anashim, alors excusez-moi, il faut que je retrouve, mais la Torah va nous dire qu'ils vont manger, qu'ils vont pas manger ensemble. Ils vont pas manger ensemble. D'un côté, va y avoir Yosef, et d'un côté, voilà. Vayasimulo levado, velahem levadam. Yosef, il était à sa table, et ses frères étaient à sa table. Vela mitzri, mais pour les Égyptiens qui étaient présents dans la maison de Yosef. Yosef, c'est le vice-roi, il a des intendants. Aochlimito levadam. Eux aussi, ils mangeaient de leur côté. Pourquoi? Kilo yucheluna mitzrim lechol et aivrim lechem. Parce que les mitzrim, les Égyptiens, ne partageaient pas le pain avec les Hébreux. Pourquoi? Kito aivaï. C'était une abomination, les mitzrim, pour les mitzrim. Ce qui nous apprend que Yosef avait préservé sa judaïté. Mais pour autant, Yosef est quelque part plus égyptien que ivri, que hébreu. Il a passé plus de temps en Eretz Mitzrayim. Il a passé plus de temps. Ce qui fait que le Yosef qu'on a en face de nous, c'est pas le Yosef qu'on a laissé. Ce qui fait qu'en vérité, on pense parler de la même personne, mais c'est pas la même personne. En vérité, Zvei Dinim. Il y a ici deux Dinim. Il y a ici deux Yosef. Il y a le Yosef, le frère de ses frères. Yosef, le fils de Yaakov. Yosef, le Cananéen. Et il y a Yosef, le vice-roi d'Égypte. Yosef, l'Égyptien. Yosef, le vice-roi. Et plus que de se poser la question de « mais comment se positionne Yosef? Qu'est-ce qu'il fait ?» On ne comprend pas. La même personne qui a des sentiments contradictoires. Mais ce n'est pas la même personne, précisément. Ce n'est pas la même personne. Ici, Yosef partage une double identité. Une identité en tant que vice-roi, une identité en tant que ministre, exécutif, ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur, et une identité interne, intérieure,
intime, en tant qu'hébreu, en tant que l'enfant de Yaakov, en tant que le flambeau qui va continuer l'héritage d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Raison pour laquelle on arrive à cette confusion, on arrive à cette incohérence, on ne comprend pas. Mais comment ça se fait? Yosef, à quoi il joue? À quoi il joue? Il est gentil, ensuite il est méchant, ensuite il est gentil. Quoi, c'est le bad cop et c'est le good cop, c'est le bon flic et le mauvais flic, c'est quoi cette histoire? Mais c'est pas la même personne dont on parle. Lors de la première rencontre, celui qui parle, c'est pas Yosef l'hébreu. Celui qui parle, c'est pas Yosef le fils de Yaakov. C'est pas le frère. Celui qui parle, c'est le vice-roi d'Égypte. C'est le vice-roi d'Égypte qui parle. C'est cette identité. Lors de cette première confrontation, c'est Yosef qui parle. Et vous verrez dans le texte que cette confrontation, elle a lieu en public. Accidentellement, Yosef, il les voit. Vayavou bnei Israël. Vayar Yosef alechav. Vayar Yosef, il les voit. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, il y a un mécanisme presque de défense. C'est vous les explorateurs. C'est vous les espions. Il les accuse. Il se comporte comme un vice-roi. Comme un vice-roi qui veut protéger son pays. Comme un vice-roi qui veut substanter ses citoyens et qui voit d'un mauvais œil les nouveaux arrivants. Il se comporte comme le vice-roi. Et donc il a une attitude qui est tout à fait explicable en tant que vice-roi. Il emprisonne, il soupçonne, il dit « vous me ramenez des preuves ». La deuxième fois, écoutez bien, la deuxième révélation, elle a lieu à quel moment? Elle a lieu à un moment donné où la deuxième confrontation, Yosef les invite dans sa maison, comme pour leur dire « d'accord, vous m'avez vu en tant que vice-roi, il est temps maintenant de retrouver mon identité de frère. Vayar Yosef itam et Binyamin, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez chez moi dans ma maison. Extérieurement, je suis le vice-roi d'Égypte. Intérieurement, dans ma maison, je mange en étant séparé des Égyptiens et je vous retrouve, je passe un bon moment, comme un frère, comme un frère. Dans cette histoire, c'est pas un homme qui a deux attitudes contradictoires. Dans cette histoire, c'est deux hommes. La première fois, les frères rencontrent le vice-roi d'Égypte. Il leur demande des preuves, il les accuse, il les tyrannise. La deuxième fois, Yosef est à l'intérieur, dans la maison. Et à nouveau, il peut les retrouver. Alors pourquoi? Pourquoi ces mécanismes? Pourquoi Yosef désire-t-il avoir, enfin, décide-t-il d'avoir cette double casquette? Oh, dès le début, invite-les chez toi, t'as reconnu tes frères. T'as reconnu tes frères. Ou à la rigueur, si t'estimes qu'il faut que tu te comportes vis-à-vis d'eux, tel un vice-roi, va jusqu'au bout. Pourquoi faut-il que Yosef puisse jongler avec ces deux casquettes? Que Yosef puisse jouer avec ses frères, entre guillemets, ces deux relations, en tant que roi ou en tant que frère, en tant que roi à l'extérieur ou en tant que frère à l'intérieur. Mais bien précisément, parce que c'est toute la raison pour laquelle les frères ont jugé Yosef, l'ont jeté dans un puits et l'ont vendu. Je vous rappelle que la Tarana principale, la seule chose, le seul dialogue que la Torah nous révèle entre Yosef et ses frères, le dernier dialogue, le premier et le dernier, c'est lequel? Parashat Vayeshev, Hamalor Timloch Aleinu, Immashol Timshol Banu. Vayomeru lo Echav, Hamalor Timloch Aleinu, Immashol Timshol Banu. C'est le premier et le dernier dialogue qu'on a entre Yosef et ses frères. La Torah nous dit pas. La Torah après nous dit Yosef va parler à ses frères, mais ils ne nous disent pas ce que répondent ses frères. Iné Baal Halomot, ils se le sont dit pour eux-mêmes. Baal Halomot, regardez, il y a le Baal Halomot, mais la Torah ne nous dit pas les dialogues. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? La Torah ne nous le dit pas. La dernière chose, et la première que les frères ont dit à Yosef, Hamalor Timloch Aleinu. Quoi, tu vas régner sur nous? Immashol Timshol Banu, si tu décides de nous dominer. Autrement dit, ça vient révéler ce conflit. Yosef a une double identité. Il a une identité de frère et il a une identité de souverain. Et c'est ce que les frères viennent lui opposer. Pour qui tu te prends, Yosef? T'es notre frère ou t'es notre roi? Hamalor timloch aleinu, immashol timshol banu. T'es notre frère ou t'es notre souverain? T'es celui qui décide d'être amical, d'être fraternel, d'être proche, ou bien d'être distant, de nous juger, de nous diriger. Hamalor timloch aleinu. Et c'est précisément à cause de ce conflit, ce conflit relationnel, à cause de ce conflit interne, que les frères ont dit « Mais Gemara Sipour, on ne peut pas le positionner. C'est notre frère, c'est notre roi. C'est qui ce gars-là? Pour qui il se prend ?» Yosef leur fait rejouer exactement les deux positions qui lui ont coûté cette histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui est introduit. Vous savez que dans la Torah, au moment où il va voir ses frères, la Torah nous dit « Vayiskor Yosef et Achalomot ». Yosef s'est souvenu de ses rêves. Il s'est souvenu que c'était ses rêves qui avaient eu cet enjeu. Et quand est-ce que la Torah nous le dit? Lors de la première rencontre. Cette première rencontre, ce premier rêve, qui a eu suscité cette exclamation chez les frères. Amalor timloch aleinu imashol timshol banu. Tu te prends pour un roi? Yosef se souvient de ses rêves.
Et quelque part, il est Mekayem, il réalise ce pourquoi il a été jeté dans le puits. Il se comporte en tant que souverain, en tant que roi. Et la deuxième fois, en tant que frère. Arrive la troisième et ultime rencontre. Cette troisième et ultime rencontre, qui est préfigurée dans notre paracha, et dont on va avoir la révélation dans la paracha de la semaine prochaine. C'est quoi cette troisième rencontre? Précisément, c'est le choix entre la royauté et la fraternité. Qu'est-ce qu'on décide de préserver? Est-ce qu'on décide d'obéir au roi, de reconnaître que oui, Binyamin, il a une Gevi'at Kesef, il a volé la coupe d'argent, et donc il doit être en tant qu'esclave, il doit rester esclave, et on le laisse tomber? On fait le choix d'obéir au roi, la souveraineté, ou bien on décide quelque part de sacrifier la royauté pour préserver la famille, la cellule familiale. Vous voyez qu'on retrouve cet enjeu-là. Yosef, dans cette troisième et dernière rencontre, il va confondre les identités. Alors quoi? Entre obéir au roi, préserver la cellule familiale, qu'est-ce que vous choisissez? Lorsque vous avez cette confusion, qu'est-ce que vous faites? Et c'est précisément Yehuda, dont on dit qu'effectivement, il va avoir la fonction de roi, qui va faire ce choix de dire « Je préfère me sacrifier en tant que roi pour sauver ma famille, pour sauver mon frère. » Et quelque part, Yehuda, par cet acte, il va révéler que ces deux identités ne sont pas incompatibles. Qu'en tant que roi, on peut se sacrifier pour sa famille. Qu'en tant que roi, on peut être proche de sa famille. Qu'en tant que roi, on peut témoigner qu'on est proche de ses frères. Les deux identités ne sont pas incompatibles. Encore une fois, depuis le début. Hamalor timloch alenu imashol timshot balnu. Toi, Yosef, notre frère, tu te prends pour un roi. Yosef va leur faire rejouer la position du roi, la première rencontre, le souverain d'Égypte, et la position du frère, qui s'attable, qui rigole, qui passe un bon moment avec eux. À partir de là, ils vont pouvoir arriver sur cette ultime confrontation où ces deux identités vont être confondues, où ces deux identités vont être en opposition, et Yehuda va lui répondre d'une formidable formule en lui expliquant que non, en tant que roi, je me sacrifie pour sauver la cellule familiale. Alors voilà, l'idée ici, c'était de proposer une méta-analyse du texte, au-dessus du texte, pour essayer de comprendre que finalement, on a vu que selon les différents niveaux, on pouvait comprendre différemment les attitudes de Yosef. Différemment les attitudes de Yosef dans la rencontre avec ses frères. Et je voudrais terminer avec cette idée. C'est qu'on voit bien que dans la présentation, Yosef, en tant que vice-roi, se présente extérieurement comme un souverain qui est au fait des us et coutumes des Égyptiens. Mais intérieurement, Habaïta, lorsqu'il est dans la maison, Yosef n'est plus un vice-roi. Yosef redevient le fils de Yaakov. Et c'est très intéressant puisque Yosef, c'est peut-être l'image d'Épinal de notre conduite qu'on doit avoir en galoute, à mon sens, en exil. Yosef est en train de nous révéler qu'il y a cet enjeu. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il reprend évidemment cette idée que lorsqu'on est en exil, il ne s'agit pas de s'enfermer. Il ne s'agit pas à tout prix d'essayer de dire « Oula, stop, il faut mettre des barrières, il faut rester entre nous, il ne faut surtout pas. » Non, Yosef, c'est un homme qui est impliqué dans la cité. Yosef, c'est un homme qui dirige, qui a des fonctions. Mais à l'intérieur, à Baïta, lorsqu'il va les inviter chez lui, Yosef, il enlève son masque. Yosef, il a une autre identité et il conjugue. L'idée ici, en galoute, je pense qu'en exil. En exil, lorsqu'on n'est pas à la maison, l'idée, c'est pas tant de venir et de brimer une des identités, c'est de composer, de conjuguer avec les deux. Et Yosef en est un des plus grands exemples. Et c'est pour ça que précisément, à mon avis, son histoire intervient pour préfigurer l'exil de Misraïm, l'exil en Égypte. Comme pour nous dire, cette attitude, elle se combine, elle n'est pas contradictoire, elle est complémentaire. L'extérieur et l'intérieur. N'essayez pas d'être, entre guillemets, n'essayez pas d'imposer parfois, d'imposer à l'extérieur vos sentiments intérieurs. L'intérieur, ça reste à l'intérieur. Et l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Et donc à partir de là, on a pu essayer de proposer une nouvelle lecture, peut-être, j'ose espérer, sur les différentes attitudes de Yosef, en vous souhaitant un Shabbat Shalom à tous et un Chag Hanouka Sameach. À la semaine prochaine si Dieu veut.